Chaque année, plus de 50 milliards de tonnes de sable sont utilisées dans le monde. Mais imaginez un peu, même la richissime Dubaï importe du sable. Oui, au milieu du désert et des dunes, elle l'achète à l'Australie. Pourquoi? Parce que le sien est trop fin. Maintenant, imaginez des broyeurs géants qui dévorent des montagnes pour créer des plages. Ici, rien n'est ce qu'il paraît. De la roche ancienne au paradis artificiel. Comment, à partir de la pierre, crée-t-on des rivages qui valent des milliards? Et quel secret technologique se cache dans chaque poignée de sable? Si vous restez jusqu'à la fin, vous découvrirez ce que même les promoteurs de luxe préfèrent taire. Dubaï importe du sable, d'Australie, d'Inde, d'Iran, mais surtout, elle le crée artificiellement à partir de débris de roche, de granit ou de calcaire. Compte tenu des particularités de son environnement naturel, le sable du désert local a un diamètre de grain moyen d'environ 0,15 mm, ce qui est beaucoup trop fin et trop rond pour créer des plages stables. À titre de comparaison, la granulométrie optimale du sable artificiel utilisé à Dubaï peut atteindre 2 mm. C'est précisément cela qui favorise une meilleure cohésion entre les particules, la stabilité du littoral et une sensation de confort sous les pieds. Dans les carrières massives, situées en périphérie de la ville, l'activité bat son plein, bien que cela ne ressemble en rien à la vie au sens habituel du terme. Là où les forces de la nature se sont un jour arrêtées, les hommes et les machines collaborent aujourd'hui pour transformer la forme et la substance de la pierre. De lourds excavateurs, tels les mâchoires métalliques de titans ancestraux, dévorent lentement et sans pitié les blocs de calcaire et de granit qui gisaient là, immobiles depuis des années, couverts de poussière et de la quiétude du temps. Ces engins titanesques, avec leurs godets puissants, découpent d'épaisses couches de roches, extrayant des fragments et des blocs de taille énorme. Le vrombissement des moteurs emplit l'air de rugissements sonores qui brisent le silence de la carrière, comme une tempête qui s'engouffre dans les montagnes. Les massifs rocheux, qui pendant des millénaires ont survécu aux tremblements de terre et aux pluies, semblent maintenant vulnérables face à l'assaut des mâchoires d'acier. Ces mâchoires de broyeurs, plus grandes qu'un homme, serrent et desserrent rythmiquement la pierre, comme des dents géantes qui dévoreraient la montagne pas à pas. Sous leur pression implacable, d'immenses morceaux de roche se fragmentent en morceaux de plus en plus petits. Les concasseurs à mâchoire travaillent avec une précision brutale. Ils brisent les blocs de telle sorte que de grosses pierres, de la taille d'un homme, il ne reste que des fragments de quelques dizaines de centimètres, que l'on peut déjà tenir dans ses mains. Ces fragments ne quittent pas la ligne de production. Ils sont immédiatement acheminés vers l'étape suivante, dans des rotors et des marteaux qui les pilonnent et les pulvérisent sans relâche, comme des couteaux qui hachent du bois, réduisant la granulométrie de la pierre jusqu'à la taille de grains de sable. Les moteurs de ces machines rugissent des grondes si fort qu'à l'oreille humaine, on dirait parfois que les roches elles-mêmes protestent contre leur transformation. La roche de granit se fissure sous la pression, se brise avec un son clair et retentissant, tandis que le calcaire, plus friable et plus rugueux, s'effrite comme du vieux bois sous les coups des engins. De fines particules arrachées à la masse principale forment une poussière qui flotte au-dessus de la carrière. Cet extraordinaire processus de broyage se poursuit sans interruption, jusqu'à ce que de la masse de pierre, il ne reste qu'une masse continue de petits grains homogènes, du véritable sable de pierre. La taille de ces grains, de 2 à 10 mm, est exactement celle requise pour le traitement ultérieur et la formation du sable artificiel. On peut facilement laisser couler ces grains d'une main à l'autre, sentir leur rugosité et leur poids,
leur dureté et leur froideur dans la paume. Ils sont le résultat d'une longue et complexe transformation d'un minéral naturel, de la roche inébranlable aux matériaux fins, capable de donner aux rivages de Dubaï leur texture unique. Le sable, après un broyage primaire puis plus fin, arrive sur des tamis. Les machines effectuent une sélection extrêmement précise, ne laissant passer que les grains de la taille optimale, parfaitement adaptés à la création de plages artificielles. Les particules trop grosses, susceptibles de nuire à l'homogénéité du revêtement et de compliquer la pose, sont bloquées. Elles sont automatiquement redirigées vers un cycle de broyage supplémentaire, où de puissants marteaux ou des concasseurs à rotor s'attaquent à nouveau à la pierre, en réduisant la granulométrie. En revanche, les fractions trop fines, semblables à de la poussière ou à de très petites particules de pierre, sont séparées sur le champ. Elles sont inutiles pour ce type de travail, car elles ne sont pas assez stables et n'offrent pas la texture requise pour le sable de plage. Elles sont stockées dans des conteneurs séparés ou réintroduites dans le cycle de production pour un traitement ultérieur ou une utilisation dans d'autres domaines. Les opérateurs, malgré l'intensité et l'automatisation du processus, maintiennent une surveillance de tous les instants. Ils sont attentifs au moindre écart, car une seule poussière de pierre égarée, non conforme aux normes établies, peut gâcher l'aspect final de la plage ou dégrader la qualité du matériau. De telles particules étrangères peuvent créer des sensations désagréables au contact des pieds nus ou entraîner une irrégularité de la surface. Une fois que le sable est transformé en une masse homogène, il est immergé dans un environnement humide. Le lavage élimine la poussière, l'argile, les impuretés. Ensuite, une nouvelle étape, le séchage, pour qu'aucune goutte d'eau ne gêne le transport. Les laboratoires vérifient chaque lot. Est-il assez résistant? La granulométrie est-elle correcte? Ne reste-t-il pas de substances qui pourraient altérer l'aspect ou les sensations de la baignade? Et ce n'est que lorsque toutes les machines ont fait leur travail et que les spécialistes ont apposé leur signature sur les documents, que de longues plateformes chargent des sacs et des tonnes de ce sable pour l'amener à la mer. Là, une autre métamorphose l'attend. Des engins spéciaux, convoyeurs ou camions, déversent le sable en couches sur des zones préparées, où des drains ont déjà été installés, où le sol a été compacté, où tout attend sa nouvelle couverture. Ensuite, de lourds rouleaux compresseurs et des plaques vibrantes rendent le sable dense, élastique, alignant chaque grain pour qu'il tienne bon même sous la vague. Là où c'est nécessaire, on ajoute au sable des coquillages broyés, des fragments de corail, des minéraux pour la teinte ou l'équilibre thermique, et parfois même des granulés de biopolymères pour que le matériau fin ne soit pas emporté par le vent. Les additifs polymères et biogéniques qui améliorent la qualité du sable sont utilisés à hauteur de 5 à 8% de la masse totale du matériau fini. Les plus courants sont les fragments de corail et les coquillages broyés, qui ajoutent une teinte blanche et augmentent la capacité thermique des plages, ainsi que plusieurs types de polymères synthétiques, qui réduisent les pertes dues au vent. Leur utilisation est strictement contrôlée pour éviter toute pollution de l'environnement. On teste l'adhérence du sable, sa résistance à une pluie battante, on le pèse, on mesure sa dureté, on le teste même aux pieds nus, pour s'assurer qu'il est agréable au toucher. Chaque année, plus d'1 milliard de tonnes de fonte sont coulées dans le monde. Mais d'où vient ce métal de feu? Imaginez un four gigantesque, haut comme un immeuble de 35 étages, qui ne dort jamais. Ses entrailles brillent comme le noyau de la Terre, et la température y atteint 2000 degrés. C'est le haut fourneau. Ici, on ne fait pas que fondre du métal. Ici naît le cœur de l'industrie. Mais
Il y a un secret que seuls ceux qui se tiennent près du trou de coulée connaissent. Si vous regardez jusqu'à la fin, vous saurez ce qui se passe réellement au centre de cette forteresse en feu. Et pourquoi cela change tout. Imaginez une tour colossale, plus haute qu'un gratte-ciel de 35 étages. Le sol sous vos pieds vibre légèrement de son travail incessant, et l'air est empli d'un grondement semblable à la respiration d'une bête géante. La nuit, son sommet rougeoie, chassant l'obscurité. C'est le Haut Fourneau, une fonderie verticale colossale, où, sans interruption, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, se produit la magie de la transformation du minerai en métal. Pourquoi Haut Fourneau? Ce nom vient de sa structure imposante, et ce n'est pas un hasard. Le grand secret du Haut Fourneau, c'est l'injection continue d'un air incroyablement chaud, qui entretient le feu et déclenche tous les processus nécessaires. Si l'on coupait un Haut Fourneau en deux, on verrait qu'il ressemble à une bouteille allongée. Chacune de ces parties a son nom et sa fonction. Les parois du Haut Fourneau sont revêtues de l'intérieur de briques réfractaires spéciales, capables de résister à des températures qui feraient fondre la pierre. C'est une véritable forteresse, construite pour dompter le feu. Alors, que jette-t-on dans cette gueule ardente? Le processus ressemble à la préparation d'un plat selon une recette très stricte. Le mélange d'ingrédients chargés dans le four s'appelle la charge. Voici ses principaux composants: le minerai de fer, le combustible, le coke et les fondants. Ces trois composants sont chargés dans le four en couches strictement définies. Une couche de coke, puis une couche de minerai avec les fondants, de nouveau du coke, et ainsi de suite. Toutes les quelques minutes, une nouvelle charge de plusieurs dizaines de tonnes est enfournée. Le minerai de fer est la base de tout. En général, on n'utilise pas simplement le minerai extrait du sol, mais de l'aggloméré ou des boulettes spécialement préparées. Il s'agit de fines particules de minerai frité ou de billes de concentré de minerai roulé. L'objectif principal est que la matière première contienne le plus possible de composés de fer et d'oxygène, desquels il faudra ensuite extraire cet oxygène. Le coke est du charbon de houille, grillé, dans des fours spéciaux, sans accès à l'air. Après un tel traitement, il devient solide, poreux et brûle, en dégageant une quantité énorme de chaleur. Mais son rôle ne s'arrête pas là. Le carbone, qui compose le coke, est le principal magicien qui transforme le minerai en métal. Le fondant est le plus souvent du simple calcaire. À quoi sert-il? Le minerai et le coke contiennent toujours des impuretés inutiles, ce qu'on appelle la gangue. Le calcaire aide à lier ces impuretés, formant un laitier facilement fusible. Voilà, la charge est enfournée. Et maintenant, c'est là que le plus intéressant commence. Deux flux se déplacent l'un vers l'autre. D'en haut, les couches de charge descendent lentement, tandis que d'en bas, un ouragan de gaz incandescent monte à leur rencontre. Tout commence en bas, dans le creuset. Par des tuyères spéciales, de l'air chauffé à 1200 degrés, Celsius est injecté dans le four sous une pression énorme. C'est plus chaud que la lave d'un volcan. Au contact du coke incandescent, l'oxygène de l'air s'enflamme instantanément. La température dans cette zone grimpe jusqu'à 2000 degrés. Il se forme alors du dioxyde de carbone. Mais en montant plus haut et en traversant de nouvelles couches de coke, il se transforme en un autre gaz, le monoxyde de carbone. Et ce gaz, c'est un véritable voleur d'oxygène. En s'élevant de plus en plus haut dans la cuve du four, ce flux de gaz incandescent enveloppe les morceaux de minerai et commence à en arracher
avidement l'oxygène, laissant derrière lui du fer réduit et spongieux. Le fer réduit poursuit son voyage vers le bas, dans des zones de plus en plus chaudes. Il traverse les couches de coke incandescent et, comme une éponge, commence à absorber son carbone. Et là, une chose étonnante se produit. Le fer pur fond à une température très élevée de 1539 degrés, mais l'enrichissement en carbone abaisse considérablement ce point de fusion. C'est pourquoi, dans le haut fourneau, on n'obtient pas du fer pur, mais son alliage avec le carbone, la fonte, qui devient liquide dès 1200 degrés. Toutes les 40 à 60 minutes environ, une quantité suffisante de produits liquides s'accumule dans la partie inférieure du four. C'est le point culminant, un spectacle envoûtant. Un ouvrier du haut fourneau, le fondeur, à l'aide d'une perceuse spéciale, ouvre une ouverture dans la paroi du four, le trou de coulée. D'abord, on évacue le laitier. Il est plus léger que la fonte. Il flotte donc à la surface. C'est une masse en fusion, semblable à de la lave, qui s'écoule dans des poches spéciales. Et puis, ensuite, on ouvre le trou de coulée de la fonte. Et de là, avec un rugissement, jaillit un flot éblouissant et scintillant de métal en fusion. C'est la rivière de feu. La température de ce flot est d'environ 1500 degrés. Il s'écoule par des rigoles spéciales, inondant tout de sa lumière aveuglante, et remplit des poches gigantesques, semblables à des wagons-citernes. Chacune de ces poches contient des centaines de tonnes de métal liquide. Ensuite, la fonte poursuivra sa prochaine étape. Soit elle sera coulée dans des moules, soit, ce qui est plus fréquent, elle sera envoyée pour être transformée en acier. Le haut fourneau est une production étonnante qui ne donne pas seulement de la fonte. Les sous-produits sont tout aussi importants. Le laitier de haut fourneau, que nous avons déjà mentionné, devient après refroidissement et broyage une matière première précieuse pour la production de ciment, de blocs de construction et de revêtements routiers. Le gaz de haut fourneau qui sort du four n'est pas rejeté dans l'atmosphère. Il est dépoussiéré et utilisé comme combustible pour chauffer ce même air qui est injecté dans le four. On obtient ainsi une sorte de cycle fermé qui rend le processus plus économique. Bien sûr, la sidérurgie représente un défi écologique majeur. Cependant, les technologies modernes ne cessent d'évoluer. Lors de la modernisation des hauts fourneaux, on installe de puissants filtres et systèmes de dépollution qui capturent la poussière et les gaz nocifs. Les scientifiques et les ingénieurs du monde entier travaillent à la création de technologies vertes. Par exemple, l'utilisation de l'hydrogène à la place du coke pour rendre la production de métal plus propre. Mais pour l'instant, le haut fourneau reste le roi de la sidérurgie. Et chaque fois que vous voyez un pont, un gratte-ciel ou un train, souvenez-vous de ces géants de feu et des hommes qui domptent les rivières de feu pour donner au monde une base solide et fiable. Pendant 75 ans, de la fin du 19e siècle jusqu'aux années 1970, les États-Unis ont été le leader mondial incontesté de la production de fonte, d'acier et de produits laminés. Durant cette période, la sidérurgie américaine n'était pas seulement une branche de l'industrie, mais la clé ou le baromètre de l'économie américaine. Dans les années 1920, par exemple, le pays produisait environ la moitié de la fonte mondiale. Imaginez, 1 tonne sur 2 de ce métal stratégique dans le monde naissait précisément dans les hauts fourneaux américains. Chaque heure, des géants d'acier prennent la mer. Pétroliers, plateformes de forage, paquebots de croisière. Mais vous êtes-vous déjà demandé ce qui maintient ces monstres en place au milieu de l'océan? Ce sont des chaînes. Pas des jouets, non. Des chaînes où un seul maillon pèse 1/2 tonne
et supporte une charge équivalente à 3 Boeing 747. Mais comment crée-t-on un serpent de métal de 400 mètres de long qui ne craint ni la glace ni la tempête? Dans cette vidéo, vous allez découvrir les ateliers les plus ardents. La soudure par étincelage qui tient plus de l'explosion que de l'assemblage. Et le secret que recèle chaque maillon. Restez jusqu'à la fin. Vous verrez ce qui reste habituellement derrière les portes closes de l'usine. Tout ne commence pas dans l'atelier de forge, mais à l'aciérie, où, à partir de minerais et de ferraille, on coule un acier allié très spécial. Ce n'est pas un métal ordinaire. Pour produire des chaînes capables de supporter des milliers de tonnes, il faut un acier de la plus haute qualité, capable de résister non seulement à la traction, mais aussi à la rupture fragile, à des températures extrêmement basses des eaux arctiques et à une corrosion incessante. Après la fusion et l'analyse de la composition chimique, l'acier est coulé dans des moules d'où sortent d'imposants lingots cylindriques. Ces lingots, encore chauds, passent dans des laminoirs qui, avec une force incroyable, compriment et étirent le métal, le transformant en longues barres d'acier de section ronde. Le diamètre de ces barres peut atteindre plus de 200 mm. C'est l'épaisseur du tronc d'un arbre adulte. Après refroidissement, elles sont coupées en tronçons de longueur définie. Chacun de ces tronçons est un futur maillon de la chaîne titanesque. L'atelier de production est le royaume du feu et du métal. L'air y est saturé du vrombissement des machines et de l'odeur âcre de l'acier incandescent. C'est ici que se produit le processus magique de transformation d'une barre droite en un maillon courbé et fermé. D'abord, la barre d'acier entre dans la gueule infernale d'un four à induction. En quelques minutes, un puissant champ électromagnétique la chauffe à 1200 degrés Celsius. Le métal devient plastique et malléable, rougissant jusqu'à prendre une couleur cerise éblouissante. Ensuite, la barre chauffée est immédiatement acheminée vers une presse à cintrer. Des manipulateurs hydrauliques, avec une aisance qui semble impossible pour une telle masse, la plient autour d'un mandrin spécial, lui donnant sa forme caractéristique en U. Vient alors le moment clé, qui distingue la création d'une chaîne de tout autre processus. L'ébauche en U, encore chaude, est enfilée à travers le dernier maillon déjà terminé et refroidie de la future chaîne. Ainsi, les maillons sont assemblés les uns aux autres, formant un fil de métal continu. Après quoi, les extrémités de l'ébauche en U sont rapprochées et fermement serrées dans les mâchoires de cuivre géantes de la machine à souder. Le processus de soudage par étincelage commence. Un courant électrique d'une intensité énorme traverse le point de contact. Le métal au point de jonction fond instantanément, accompagné d'un éclair aveuglant et d'une gerbe d'étincelles. À ce moment, une presse hydraulique, avec une force de plusieurs centaines de tonnes, comprime les extrémités fondues, les fusionnant littéralement au niveau moléculaire en un tout unique. Au niveau de la soudure, se forme un surplus de métal, la bavure, qui est immédiatement cisaillée par des outils spéciaux pendant que le maillon est encore chaud. Le maillon fraîchement soudé n'est pas encore prêt pour les épreuves. Pour lui conférer une résistance maximale, il faut le tremper correctement. Alors que le maillon conserve encore une température élevée après la soudure, on y insère une entretoise spéciale au centre. Cette pièce transversale ne donne pas seulement au maillon une rigidité supplémentaire, mais, ce qui est le plus important, elle empêche sa déformation et son enchevêtrement pendant l'exploitation. Après l'installation de l'entretoise, la chaîne entière, ou ses sections de plusieurs dizaines de mètres, subissent un traitement thermique. On la chauffe à nouveau à une température précisément définie,
Puis, on la refroidit brusquement dans un immense bassin d'eau. Ce processus, connu sous le nom de trempe, rend l'acier extrêmement dur, mais aussi cassant. Pour éliminer cette fragilité et donner au métal la ténacité nécessaire, la chaîne est de nouveau chauffée, mais à une température plus basse et laissée à refroidir lentement à l'air libre. Cette étape s'appelle le revenu. Le résultat est un équilibre parfait entre dureté et ductilité. Aucun maître de cette chaîne gigantesque ne quitte l'usine sans avoir passé une série de tests des plus rigoureux. C'est la garantie qu'elle ne faillira pas au moment critique. D'abord, toute la chaîne est soumise à un test de charge d'épreuve. Elle est fixée dans une machine d'essai spéciale, un banc hydraulique géant de plusieurs dizaines de mètres de long. La machine commence à étirer la chaîne avec une force qui dépasse largement sa charge de travail nominale. Pendant ce processus, chaque maillon, chaque soudure, subit une contrainte colossale. Les inspecteurs examinent attentivement la chaîne à la recherche du moindre signe de déformation ou de micro-fissure. Mais le test le plus spectaculaire est l'essai de rupture. On prélève un échantillon de quelques maillons de la chaîne finie. On le place sur le même banc et on le tire jusqu'à ce qu'il se brise. La force enregistrée au moment de la rupture doit être plusieurs fois supérieure aux exigences minimales des normes. Le fracas assourdissant du métal qui se déchire n'est pas le signe d'un échec, mais la meilleure preuve de la qualité et de la fiabilité de tout le lot. Après les tests mécaniques, chaque maillon est inspecté par ultrasons et par magnétoscopie pour détecter d'éventuels défauts internes cachés. Ce n'est qu'après avoir passé avec succès toutes ces étapes que la chaîne reçoit son certificat de qualité et est prête à être expédiée. Chargée sur un transport, elle ressemble à un serpent d'acier endormi, prêt à commencer son service silencieux dans les profondeurs de l'océan, maintenant fermement en place les plus grandes créations de l'homme. Pour les chaînes de la plus haute catégorie, cette charge peut dépasser 1000 tonnes. Cela signifie qu'on étire la chaîne avec une force équivalente au poids de 3 Boeing 747. La charge de rupture minimale, c'est-à-dire la force à laquelle la chaîne est garantie de ne pas se rompre, pour de tels produits, dépasse souvent 1500 tonnes. C'est une force capable de maintenir en suspension un train entier de marchandises chargées de charbon. Derrière chaque maillon géant se cache un univers de chiffres impressionnants qui aident à prendre conscience de la véritable échelle et de la puissance de ces produits. Un seul et unique maillon de chaîne d'encre de la plus haute catégorie, destiné aux grands navires ou aux plateformes pétrolières, peut avoir un diamètre de barre d'acier de plus de 200 mm. Le poids d'un tel maillon dépasse facilement les 500 kg. C'est plus que le poids de 3 ou 4 hommes adultes ou d'un petit piano à queue. Cependant, les chaînes ne se mesurent pas à la pièce, mais par section. Une section marine standard, appelée maillon en langage maritime, mesure 27 mètres et demi de long. La chaîne d'encre complète d'un super pétrolier ou d'une unité flottante de production, de stockage et de déchargement de pétrole peut être composée de 12 ou 15 de ces maillons, atteignant une longueur totale de plus de 400 mètres. Son poids total dépasse alors facilement les 200 ou 250 tonnes, ce qui est comparable au poids de 2 baleines bleues adultes. Chaque année dans le monde, plus de 400 000 km de fils à haute tension sont installés, assez pour faire 10 fois le tour de la Terre. Mais comment, à partir d'un métal en fusion semblable à un volcan, n'est un fil capable de résister aux tempêtes, au gel
et à une tension de plusieurs milliers de tonnes. Que se cache-t-il à l'intérieur de ces veines argentées? Et comment une seule filière peut-elle gâcher des kilomètres de production? Et surtout, quel pays contrôle réellement la majorité du marché mondial des fils d'aluminium? Écrivez dans les commentaires si de tels fils sont produits dans votre pays. Et à la fin de la vidéo, nous vous montrerons ce que même les usines ne montrent pas. Tout commence, comme il se doit pour les choses sérieuses, par le feu. Plus précisément, par la fusion des métaux destinés à devenir les conducteurs d'énergie pure sur des centaines de kilomètres. Le matériau principal des fils à haute tension est l'aluminium, parfois allié à du magnésium, du silicium ou du fer pour en augmenter la résistance. Il est léger, bon conducteur de courant, pas trop cher, et surtout, il résiste aux conditions extérieures. Vent, pluie, gel, ultraviolet. Tout débute dans un four à induction ou à arc électrique, où des lingots d'aluminium ou de la matière première recyclée sont fondus à plus de 660 degrés Celsius. Mais fondre ne suffit pas. Il faut purifier le métal de ses impuretés, stabiliser sa structure, homogénéiser sa composition. Pour cela, on ajoute des fondants qui font remonter les scories à la surface, ainsi qu'un gaz inerte qui élimine l'hydrogène et l'oxygène du bain de fusion. L'aluminium chaud est coulé dans des cristalliseurs, où se forme un lingot continu, une longue et épaisse tige de métal, parfois de 20 ou 30 cm d'épaisseur, à partir de laquelle le fil sera ensuite étiré. On appelle cela la coulée continue, car le processus ne s'arrête pas. Le métal en fusion est alimenté en permanence, et le lingot avance, se solidifiant lentement. À ce stade, le futur fil ne se ressemble pas encore. C'est une billette massive, brillante, tiède, semblable à la colonne vertébrale d'un titan endormi. Quand le métal a déjà pris forme et s'est solidifié, ce n'est pas encore un fil. C'est juste un muscle sans fibres. Et pour qu'il devienne flexible, résistant et long, il faut l'étirer. Cette étape est l'une des plus cruciales de la production. L'énorme lingot d'aluminium, semblable à un tronc d'arbre métallique épais, est progressivement étiré à travers un système de filières, c'est-à-dire des orifices spéciaux au diamètre ultra précis. C'est comme faire passer un corps par des portes de plus en plus étroites, des dizaines de fois. Chaque filière comprime le métal et l'étire en un profil plus long et plus fin. Ce processus s'appelle le tréfilage. Et bien qu'il se déroule sur un équipement de haute technologie, il est étonnamment intuitif. L'aluminium devient ce qu'il doit être à travers une pression et un étirement répété. Chaque passage réduit le diamètre de quelques millimètres, mais ajoute des mètres de longueur. En même temps, il est essentiel de ne pas surchauffer le métal. Le frottement pourrait lui faire perdre sa plasticité et le faire craquer. C'est pourquoi les tréfileuses sont équipées de systèmes de refroidissement qui arrosent le fil d'huile ou d'eau additionnée, maintenant une température stable. Parfois, à ce stade, on ajoute une âme en acier au fil. C'est un câble fin et résistant qui sert de colonne vertébrale. Un tel fil est alors appelé conducteur en aluminium à âme d'acier, ACSR, Aluminium Conductor Steel Reinforced. L'aluminium assure la conductivité et l'acier, l'endurance face au vent, au givre et à la tension sur des kilomètres. Finalement, d'un lingot épais et silencieux naît un fil de lumière, brillant, droit, lisse. Il passe un contrôle de diamètre, est enroulé sur des bobines, pesé. Et si tout est bon, il passe à l'étape suivante, le toronnage et la formation du câble. Que se passe-t-il ensuite? Les longs fils d'aluminium sont rassemblés en faisceaux, généralement de 6 à 61 brins, dans un seul conducteur. On les tresse en hélice, chaque couche tournant dans le sens opposé à la précédente.
pour que le câble ne se détorde pas, ne se déforme pas sous la charge et conserve sa flexibilité. Au centre, on trouve parfois une âme en acier. Un câble rigide autour duquel, comme des fibres musculaires, s'enroulent les brins d'aluminium. Il ne conduit pas le courant, mais supporte le poids et assure la stabilité. C'est particulièrement important pour les lignes qui traversent des rivières, des champs, des montagnes, quand chaque portée s'étend sur des centaines de mètres. Une grande machine à toronner, semblable à un fuseau géant, travaille sans relâche. Elle tourne, tend, redresse. Le machiniste observe à travers un panneau transparent si une spirale n'est pas devenue trop serrée ou trop lâche. Car même une erreur d'1 millimètre sur 10 km de fil, c'est déjà une menace. Bien que l'aluminium ne craigne pas la corrosion, on applique souvent un revêtement supplémentaire sur le fil. Parfois, les fils ont une protection thermique ou une résistance à la surchauffe. On les utilise sur des sections à forte charge où la température du conducteur peut atteindre 150 degrés et plus. Dans ces cas, on choisit de l'aluminium résistant à la chaleur ou des âmes composites en fibre de carbone. Avant que le fil ne quitte la ligne de production, il est soumis à des tests qui simulent tout ce qui lui arrivera au cours de ses années de service. On l'étire jusqu'à sa limite. On le charge avec une masse, on le tord et on le plie. C'est pour savoir s'il supportera la tension entre deux pylônes, s'il ne se désagrégera pas après 1000 cycles de vibration dus au vent. Ensuite, on branche le conducteur à une source de haute tension et on le chauffe à sa température de fonctionnement. On regarde si la structure ne commence pas à fluer, si le revêtement ne se décolle pas. On vérifie également la résistance du fil au courant. Idéalement, presque aucune, car moins il y a de résistance, moins il y a de pertes dans le système. Pour finir, on place un morceau de fil dans une chambre avec du brouillard, du sel, des ultraviolets, et on le laisse là pendant plusieurs semaines. S'il rouille ou perd sa flexibilité après ça, il n'ira pas sur le terrain. Le fil fini est enroulé sur d'énormes tourets, des bobines pesant jusqu'à plusieurs tonnes. Un seul touret, c'est plusieurs kilomètres de conducteurs, soigneusement disposés en couches. Chacun a son passeport, composition, date, test, lot, conditions de stockage. Car un fil, ce n'est pas juste un fil. C'est une œuvre d'ingénierie avec du caractère, qui doit fonctionner pendant des décennies sans aucun droit à l'erreur. Ensuite, camion, train, bateau. Et il part pour l'endroit où il sera tendu entre des pylônes, monté par des spécialistes, mis à la terre, connecté. Et dès qu'on mettra la tension, il se mettra à chanter d'un léger bourdonnement, à peine perceptible dans l'air. Ce sera le son confirmant que la lumière arrivera là où on l'attendait. Chaque minute, sur notre planète, plus de 17 tonnes de vieux cuivre reprennent vie. Et chaque câble mis au rebut n'est pas un déchet, mais une promesse de renaissance. Imaginez, les fils de vieux téléviseurs, de bureaux, d'usines, tout converge vers un seul lieu, où les broyeurs rugissent tel un monstre aux mâchoires d'acier, et où la température d'un four de fusion dépasse celle de la lave d'un volcan. Ceci n'est pas l'histoire d'un métal, mais celle d'une métamorphose. L'histoire de la boue et de la vieillesse qui redeviennent pure brillance. Restez avec nous. Ce qui vous attend, c'est une renaissance comme vous n'en avez jamais vu. Tous ces fils que vous voyez autour de vous, des vieux chargeurs aux bobines industrielles, ont une histoire. Ils ont fait partie de nos vies, ont conduit l'électricité, transmis des signaux, maintenu la lumière dans nos maisons.
et le rythme dans nos villes. Mais le temps passe, les objets se cassent, les systèmes se modernisent et les câbles deviennent des rebuts. C'est précisément là que leur seconde vie commence. On les collecte partout, dans les maisons, les bureaux, les usines, sur les chantiers et même dans les vieilles voitures. Imaginez un immense réseau logistique, des camions, des conteneurs, des entrepôts. Ça ressemble à une chasse au trésor, sauf que les trésors, ici, sont du métal et du plastique, enchevêtrés en écheveaux et en faisceaux. La première étape, l'arrivée à l'usine. Ici, les câbles passent entre les mains d'ouvriers expérimentés, qui ne font pas que trier. Ils sont comme des archéologues, qui déterrent le temps et les histoires cachées dans chaque fil. Ils séparent les fils en or, c'est-à-dire ceux qui contiennent le plus de cuivre, de ceux où le plastique ou l'aluminium domine. Chaque type de câble a ses particularités, et chaque centimètre a de la valeur. Ce processus est crucial, car la qualité du produit final dépend entièrement de la rigueur du tri. Mélanger différents types de métaux ou de gaines compliquerait les étapes suivantes et rendrait le cuivre moins pur. À ce stade, les opérateurs utilisent divers outils, cisailles, pinces, machines spéciales pour dénuder les câbles. Tout est fait rapidement, mais avec une attention méticuleuse. Chaque écheveau est déroulé, divisé en fractions. Câble nu, câble sous plastique, épais ou fin, en cuivre ou en aluminium. L'important est de préserver l'intégrité du cuivre, car c'est la principale richesse. Même l'odeur de l'atelier, un mélange de vieux plastique, de métal et de bobines fraîchement ouvertes, semble murmurer que quelque chose de nouveau est sur le point de naître. C'est l'odeur des possibles, celle de la Renaissance. Et même si cette étape semble n'être que de la simple logistique, elle ressemble en réalité à un immense puzzle, où chaque pièce compte. De la qualité et de la minutie de ce tri dépend non seulement la suite du processus, mais aussi l'efficacité écologique. Mieux on trie, moins il y a de déchets, et plus le cuivre final sera pur. Les écheveaux sont défaits, les fils sont démêlés, mais la vraie magie n'a pas encore eu lieu. Ce qui, il y a peu, formait des kilomètres de câbles, se prépare maintenant à passer au cœur de l'usine. On l'appelle de différentes manières. Le broyeur, le shredder, le monstre aux mâchoires d'acier. Mais son essence est la même. Cette bête pulvérise tout. On déverse les fragments de câbles dans une immense trémie. À l'intérieur, des cylindres aux dents acérées, comme des lames de rasoir. Ils ne coupent pas, ils mâchent. Cuivre, aluminium, plastique, tout craque, grince, se désintègre en copeaux. Ce n'est pas juste du bruit, c'est le pouls d'un cœur industriel qui bat à la fréquence d'un métal nouveau-né. Les fils broyés atterrissent dans une machine où s'appliquent des lois physiques de quoi rendre Newton jaloux. Force centrifuge, vibration, courant d'air, électro-aimant. Le plastique est léger, un courant d'air l'emporte. Le cuivre est lourd, il tombe dans un autre compartiment. Même les plus petits morceaux sont triés avec une précision incroyable. Ici, le cuivre pur. Là, celui qui est peint. Plus loin, le laiton ou l'aluminium. La poussière vole, les machines vrombissent, les opérateurs surveillent attentivement les indicateurs sur leurs écrans. Parfois, une odeur de métal chauffé, d'ozone et de plastique flotte dans l'air, mêlée à la poussière et à la graisse des mécanismes. Ce n'est pas l'endroit le plus romantique du monde, mais c'est ici que naît le nouveau cuivre, pur, prêt pour le recuit, la fusion ou le tréfilage. Et comme dans les vieilles légendes sur les alchimistes qui transformaient la boue en or, ici aussi, il y a des formules. Sauf qu'à la place de l'élixir, ce sont des systèmes de pesée, de calibrage, de purification. Car dans le monde moderne, la magie, c'est de la technologie bien réglée.
Les fractions broyées, déjà nettoyées du plastique, décolorées et triées, sont chargées dans le four. C'est le cratère d'un volcan industriel, où la température a dépassé les 1100 degrés Celsius. C'est plus chaud que la lave de certains volcans. Le métal commence à fondre en émettant un crépitement caractéristique, comme un titan qui s'éveille doucement. On ajoute progressivement des fondants dans le four, des substances spéciales qui lissent les impuretés nocives. Oxydes, saletés, résidus d'isolants. Celles-ci remontent à la surface sous forme d'une croûte de scorie sombre. On la retire manuellement, avec de longues pelles, dans une chaleur que l'on sent même à travers la combinaison de protection. C'est l'un des travaux les plus dangereux de l'usine, mais aussi l'un des plus grandioses. Ici, les hommes voient littéralement le vieux cuivre se purifier. Comment des fragments rouillés se transforment en un lac incandescent, presque solaire. Ici, même le son est différent, grave, sourd, un peu menaçant. Il semble dire « Je suis le cuivre » et je renais. Après la purification, le métal en fusion est coulé dans des moules. Ce peut être de grands lingots de cuivre pesant une quarantaine de kilogrammes, ou de longues billettes cylindriques pour le laminage futur. Dans l'air flotte une odeur de brûlé et de métal qui reste longtemps dans les narines. Mais avec elle, le sentiment de quelque chose de majestueux. Quand les lingots brûlants se sont solidifiés, le cuivre ne sait pas encore ce qu'il deviendra. Son avenir est entre les mains des ingénieurs, des lamineurs, des tréfileurs. C'est le dernier acte, sa transformation en un nouveau produit, prêt à nouveau à transporter le courant, la lumière, la communication. Les lingots sont transportés vers l'atelier de laminage. Là, on les réchauffe et on les fait passer entre des cylindres géants, comme si on étalait une pâte incandescente. De plus en plus fin, de plus en plus lisse. C'est ainsi que se forme la bande de cuivre ou l'ébauche de fil, longue et chaude comme l'aube dans le désert. Ensuite, c'est l'épreuve du tréfilage. C'est quand on étire le cuivre à travers une série d'orifices de plus en plus étroits. Ils s'allongent, s'affinent, mais ne se rompent pas. À chaque orifice, une nouvelle précision, un nouveau micron. Des dizaines de fois, il est étiré, lubrifié, refroidi. Tout ça pour qu'enfin naisse un fil fin, flexible, brillant. Il peut maintenant être enroulé sur des bobines, traité, émaillé ou allié à nouveau avec d'autres métaux pour de nouvelles missions. Parfois, on le recouvre d'un isolant, et alors, il se retrouvera dans les murs des maisons. Une maison d'habitation moyenne nécessite environ 200 kg de cuivre. Parfois, il finit dans le bobinage du moteur d'une voiture électrique. Et d'autres fois, dans les délicates bobines d'écouteurs qui transmettront la musique de cœur à cœur. Chaque minute, sur la planète, plus de 17 tonnes de ferraille de cuivre sont recyclées. Le cuivre peut être recyclé presque à l'infini sans jamais perdre ses qualités. Cela en fait le métal idéal pour une économie circulaire, un cycle vertueux. Vivre, servir, fondre et renaître. Chaque année, l'industrie du verre transforme des montagnes de sable en plus de 150 millions de tonnes de produits cristallins. Imagine une ville entière construite uniquement avec le verre produit en une seule année. Des fenêtres qui nous isolent du monde extérieur et inondent de lumière nos espaces, aux délicates fibres optiques qui transmettent l'information à la vitesse de la lumière. Le verre est un matériau fondamental dans notre civilisation. Mais comment réussissons-nous à transformer quelque chose d'aussi banal que du sable en objet d'une telle pureté, d'une telle résistance et d'une telle polyvalence? Aujourd'hui, on va faire un voyage au cœur d'une usine de verre, où l'on va assister à une alchimie moderne incroyable, un processus où la science et l'ingéniosité
transforme l'ordinaire en extraordinaire. Prêt? Le voyage du verre commence par la sélection méticuleuse de ses ingrédients magiques. Une recette perfectionnée au fil des millénaires. Le composant principal, qui représente 70% à 75% du mélange, c'est le sable de quartz. Mais attention, pas n'importe quel sable. Il faut un quartz d'une pureté exceptionnelle, supérieure à 99%, pour éviter les colorations indésirables. Ce sable est extrait de carrières spécialisées et traité pour obtenir un grain fin et uniforme. À ses côtés, le carbonate de sodium, ou soude, joue un rôle crucial comme fondant. Il abaisse la température de fusion du sable, la faisant passer de 2300 degrés Celsius à 1500 degrés Celsius, ce qui représente une économie d'énergie énorme. Le troisième pilier, c'est le calcaire, carbonate de calcium, qui confère au verre sa stabilité chimique, l'empêchant de se dissoudre dans l'eau, et lui donne sa durabilité et son éclat. À cette triade fondamentale, on ajoute généralement du verre recyclé, connu sous le nom de calcin. C'est non seulement un geste écologique vital, mais ça facilite aussi la fusion et réduit encore plus la consommation d'énergie. Une fois que ces matières premières arrivent à l'usine, elles sont stockées dans d'énormes silos, comme des trésors de géants. Ici, la précision est le maître mot. Chaque ingrédient est pesé avec une exactitude presque nanotechnologique, grâce à des systèmes automatisés et informatisés, garantissant la perfection des proportions de la recette. Ce mélange, appelé composition ou mélange vitrifiable, est ensuite transporté vers d'immenses mélangeurs industriels. À l'intérieur de ces machines, les différentes poudres sont mélangées et combinées jusqu'à obtenir une homogénéité absolue, formant une poudre fine et uniforme, prête pour l'étape suivante, la plus chaude. C'est à ce stade que, si l'on veut créer du verre coloré, on ajoute de petites mais puissantes quantités d'oxyde métallique, de l'oxyde de cobalt pour les bleus profonds, de l'oxyde de chrome pour les verts émeraudes, du sélénium pour les rouges vifs, ou même de l'or pour les tons rubis. Le cœur brûlant de l'usine, c'est sans aucun doute le four de fusion. Ce ne sont pas de simples foyers, ce sont des colosses d'ingénierie, revêtus de briques réfractaires, capables de supporter des températures extrêmes, et qui peuvent fonctionner en continu pendant une décennie ou plus. Le mélange vitrifiable, ou composition, est introduit en continu à une extrémité du four, qui peut atteindre des dizaines de mètres de long. À l'intérieur, la température atteint des niveaux infernaux, entre 1500 et 1600 degrés Celsius, dépassant la température de la lave volcanique. Sous cette chaleur implacable, les composants du mélange commencent à fondre, à réagir chimiquement entre eux, bouillonnant intensément tandis que les gaz emprisonnés s'échappent. Ce processus, qui comprend la fusion, l'affinage, élimination des bulles et l'homogénéisation, peut durer de 24 à 50 heures, garantissant que le verre fondu atteint une consistance uniforme et une pureté optimale. Le résultat est une mer de verre liquide, brûlant et visqueux, semblable à du miel doré incandescent, prêt à être maîtrisé et formé. Une fois que le verre a atteint son état liquide parfait, l'étape fascinante du formage commence. Pour la production de verre plat, celui qu'on trouve dans les fenêtres, les miroirs ou les tables, la méthode privilégiée est le révolutionnaire procédé float, ou procédé de flottage. Inventé dans les années 1950, ce processus consiste à déverser le verre fondu en un ruban continu et contrôlé, depuis le four sur un grand bain d'étain liquide,
maintenu à une température précise dans une atmosphère inerte pour éviter l'oxydation. Comme le verre est moins dense que l'étain, il flotte dessus, s'étalant naturellement sous l'effet de la gravité et de la tension superficielle. Ça crée une feuille de verre avec un parallélisme parfait de ses surfaces et une surface tellement lisse qu'elle n'a pas besoin d'être polie par la suite. L'épaisseur de cette feuille, qui peut varier des feuilles les plus fines de moins d'1 millimètre aux dalles robustes de plus de 2 cm, est contrôlée avec précision en ajustant la vitesse à laquelle le ruban de verre est tiré hors du bain d'étain. C'est de la haute précision. Pour donner vie à l'infinie variété de bouteilles, bocaux, verres et autres récipients creux, l'industrie utilise des machines de formage sophistiquées. La technique la plus courante est le soufflage-soufflage ou le pressé-soufflage, réalisé sur des machines individual section, qui sont de véritables merveilles d'automatisation. Une quantité précise de verre fondu, appelée goutte, à une température d'environ 1100 degrés Celsius, est coupée et introduite dans un premier moule, le paraison. Ici, grâce à un jet d'air comprimé ou à l'action d'un piston, on forme une ébauche creuse initiale. Cette ébauche, encore rougeoyante et plastique, est rapidement transférée dans un second moule, le moule final, qui a la forme définitive du récipient. Un autre souffle d'air dilate l'ébauche contre les parois du moule, la solidifiant dans sa forme finale. Ces machines peuvent avoir plusieurs sections travaillant en simultané, capables de produire jusqu'à 700 récipients par minute. C'est un balai mécanique de haute précision et de rapidité. Quelle que soit la méthode de formage utilisée, le verre fraîchement formé, qu'il s'agisse d'une feuille continue ou d'une bouteille individuelle, a une température très élevée et surtout contient d'importantes tensions internes dues au refroidissement inégal de sa surface et de son cœur. Si on le laissait refroidir à l'air libre sans contrôle, ces tensions le rendraient extrêmement fragile, sujet à se casser au moindre choc ou changement brutal de température. Pour éviter ça, et donner au verre sa résistance caractéristique, il doit subir un processus de recuisson, annealing. Le verre se déplace lentement sur des rouleaux ou des tapis roulants à travers un long four-tunnel, appelé lyre ou four de recuisson. À l'intérieur de ce tunnel, qui peut s'étendre sur des centaines de mètres, la température est contrôlée avec une précision extrême. Le verre est d'abord légèrement réchauffé pour uniformiser sa température interne et externe, puis il est refroidi très progressivement et de manière contrôlée, un processus qui peut durer plusieurs heures. Ce refroidissement lent permet à la structure moléculaire du verre de s'organiser et de se détendre, éliminant les tensions internes et lui conférant la stabilité et la résistance que nous lui connaissons. Une fois que le verre sort du lair, froid, stable et libéré de ses tensions, il est prêt pour les étapes finales de finition et un contrôle qualité rigoureux. Les grandes feuilles de verre float sont coupées à la taille voulue à l'aide de roues en carbure de tungstène ou de disques diamantés, souvent guidés par laser pour une précision parfaite. Les bords peuvent être polis ou biseautés pour améliorer la sécurité et l'esthétique. Ensuite, chaque pièce, qu'il s'agisse d'une feuille ou d'un récipient, est soumise à une inspection minutieuse. Des systèmes de vision artificielle modernes, équipés de caméras haute résolution et de capteurs laser, examinent la surface et l'intérieur du verre à la recherche du moindre défaut. Bulles, inclusions, distorsions optiques, variations d'épaisseur ou toute autre imperfection. Tout produit qui ne répond pas aux normes de qualité strictes est immédiatement rejeté et renvoyé au début du cycle pour être recyclé comme calcin. De nombreux produits en verre subissent un traitement supplémentaire. Par exemple, la trempe, qui consiste à réchauffer le verre
et à le refroidir rapidement à l'air pour augmenter considérablement sa résistance jusqu'à 5 fois, le rendant idéal pour les portes de douche, les tables ou les vitres latérales des voitures. D'autres verres sont revêtus de fines couches métalliques pour créer des miroirs ou du verre solaire qui réfléchit la chaleur. Et voilà comment s'achève ce voyage extraordinaire. Ce qui a commencé comme de simples grains de sable s'est transformé, grâce à un processus complexe de chaleur extrême, de précision mécanique et de contrôle scientifique, en un matériau qui définit une grande partie de notre environnement bâti et technologique. Des humbles bouteilles qui conservent nos produits aux panneaux de verre sophistiqués qui habillent les plus hauts gratte-ciel du monde. Le verre est un témoignage de l'ingéniosité humaine. Et, peut-être, sa qualité la plus merveilleuse à l'ère moderne, c'est sa capacité infinie à être recyclé. Le verre peut être fondu et reformé encore et encore, sans jamais perdre sa pureté ni ses propriétés. Chaque fois que nous jetons une bouteille dans un conteneur de recyclage, nous contribuons à un cycle vertueux qui économise les matières premières vierges, réduit considérablement la consommation d'énergie dans la production, jusqu'à 30%, et diminue les émissions de gaz à effet de serre. Le verre, ce n'est pas juste un matériau transparent à la lumière, mais aussi un brillant exemple de la manière dont l'industrie peut se diriger vers un futur plus durable. La prochaine fois que vous tiendrez un objet en verre, prenez un instant pour apprécier l'incroyable odyssée de sa création.